je suis à présent avec Guy Coatanrock, qui est un ami de la passion que j'ai, n'est-ce pas? Mais Guy a vécu bien bon nombre d'anecdotes, d'anecdotes autour de l'histoire. Et donc tu as vécu la Seconde Guerre mondiale. À l'instant, je mettrai, j'insérerai ce que ton histoire. Alors comment c'était la guerre? C'est-à-dire la guerre à 5 ans déjà, 1940, l'Exode. On était dans la région parisienne, ma mère était infirmière à l'époque, et puis mon père avait décidé, comme c'était... il travaillait dans des services publics, il avait dû rapatrier Bordeaux, il avait dit vous serez en sécurité en Bretagne. Donc on est parti en train, le train était mitraillé à Chartres. Il a fallu changer de train, on est parti en Bretagne par Nantes. D'ailleurs, il y a une liaison qui a été faite, je ne me souviens plus, je crois que c'était par camion. Et on est arrivé en Bretagne jusqu'au nord des Côtes d'Armor, maintenant, des Côtes du Nord. On a fini la route en voiture à cheval. Ça m'avait beaucoup marqué. On est resté là un petit moment et on est reparti dans la région parisienne. On habitait Saint-Denis. Là, on a subi les combats aériens et les bombardements, puisque au Bourget, il y avait une base allemande de bombardiers et puis de chasseurs allemands. D'ailleurs, quand on était gosse, on allait jouer au football avec eux, et ils étaient très jeunes, très jeunes. Et puis, lorsqu'il y a eu un bombardement à La Chapelle, sur les postes d'aiguillage, les Alliés voulaient bloquer toutes les voies ferrées allant sur la Normandie. Et là, on a subi un bombardement de 11h du soir à 7h du matin. À l'époque, les Anglais qui bombardaient la nuit ont balancé des bombes d'1 tonne. Il y a soi-disant eu des bombes de 10 tonnes qu'on appelait des cigares à Churchill. Et je me souviens que nous, gamins, on faisait des bêtises, quoi. On avait été jusque la plaine Saint-Denis, et il y avait des bombes qui étaient non éclatées à côté, on foutait notre nez dessus pour les regarder, c'était rigolo, quoi. Et de là, comme on pensait que la libération arrivait, on est reparti en Bretagne. Et le 5 juin 1944, à minuit moins le quart, les parachutistes français ont sauté au-dessus de Montbled. Pendant que les Américains, une demi-heure après, sautaient dans la région de Sainte-Mère-Église. Les parachutistes français ont rejoint le maquis. Il y a eu quelques échauffourées avec les Allemands qui ne faisaient pas le poids à l'époque, mais ils sont revenus en force le 12 juin 1944. Et là, ils ont brûlé toutes les maisons qu'il y avait autour, le village. Je me souviens qu'un de mes copains, il s'était réfugié avec sa grand-mère dans une soupe à cochon pendant que la maison brûlait. Et il y a eu quand même 19 pendus. Moi, j'avais 10 ans. Ça fait quand même quelque chose, hein. Ensuite, il y a eu tous les récits de la libération. Il y a eu mon frère, ma soeur et mon père qui était leur chef, sans qu'ils le sachent. Un membre de ma famille arrêté et torturé. Les Boches qui viennent à la maison, Moi, je rentre de l'école, tu vois, j'avais encore un peu d'école. La première chose, la porte s'est ouverte devant moi quand j'ai sonné, j'ai pris une grande baffe dans la figure. Il y avait la Gestapo qui avait tout foutu en l'air chez moi parce qu'ils recherchaient ma soeur, mon frère et mon père. Ça aussi, ça... Ensuite, il y a eu la période de ceux qui s'étaient engagés dans la résistance, comme mon frère, ma soeur, mon futur beau-frère, qui sont tapés l'Indochine. Il y a eu leur récit. C'était pas triste non plus. Et puis moi-même, qui a été appelé d'une part en Allemagne pour me former, et partir en Algérie dans ce qu'on appelait à l'époque les sections d'intervention, qui sont devenues un peu les sections spéciales et commandos de chasse. Bon, j'ai été égratigné 2 fois. Je commandais 32 bonhommes. J'avais à peine 6 mois de plus qu'eux. Comme j'étais l'ancien et le chef,
Ils avaient confiance en moi qui avait autant la trouille qu'eux. Donc ça te donne, en plus de ton éducation normale, d'avoir quand même un état d'esprit, d'être prudent, de faire attention, très attention à ce qui se passe. Tu comprends ? Alors, il y a aussi une chose, c'est que nous autres, les gamins de 10 ans, quand il y a eu tous ces gars qui sont revenus de la guerre de 39-45, on a eu la chance de tomber sur... moi, j'ai eu un professeur de français, c'est un ancien pilote de chasse du groupe Alsace, qui avait combattu lors de la bataille d'Angleterre avant avec Klosterman. C'est un des plus grands as de la chasse. Et j'avais un de mes cousins, Logloine, c'est le deuxième chasseur français. Donc on a été un peu éduqués avec eux, et puis le CNRS, le Comité National de la Résistance. Pourquoi ? En 1914, il n'y avait plus de cadres. En 39-45, il n'y avait plus de cadres. Moi, à mon époque, les cadres qui restaient, on a appelé la guerre de capitaine en Indochine, il n'y avait plus de cadres non plus. Et donc, on a été formés par ces gens-là qui étaient sincères, il fallait relever le pays, comme les mineurs de Carmaux, les gars de la NCCF et tout. Ça a donné, si tu veux, par une expérience de la guerre, gamin, nous sommes des enfants de la guerre, ça a donné une expérience de prudence, de technicité peut-être devant le danger. L'éducation qu'on nous a donnée, nous on était 45 dans une classe, maintenant ils pleurent quand ils sont une vingtaine. Et j'ai remarqué que moi, ceux qui ont été au lycée Jacques Decour à Paris, sous l'égide du Comité national de la libération, eh ben on a tous fait notre carrière. C'est-à-dire soit chef d'entreprise, soit ceci, soit cela, à droite et à gauche. Et moi je dis que personnellement, si j'avais pas eu cette éducation-là, j'aurais jamais pu faire la carrière que j'ai faite et que les gens ne peuvent plus faire maintenant. Et pour moi, la résistance, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, étant petit-fils de résistant. Ça marque. J'y suis allé au Struthof, je l'ai visité, c'était assez particulier. Il y avait une chambre à gaz, finalement. Oui, il y en avait une. Ouais. En bas, oui. Ouais, c'est... Quand tu rentres dedans, ça te prend de suite aux tripes, quoi. C'est-à-dire que là, au Struthof, il y avait un four. Et il y avait une chambre où ils exécutaient justement les espions anglais, enfin les agents de renseignement, les femmes et tout. Ils leur foutaient une balle dans la nuque et le four crémateur, il était juste à côté. Ouais, mais il y a une histoire aussi que j'ai entendu dire. Il y avait un gars qui était chargé de donner la nourriture aux chiens des SS à l'entrée. Et un jour, ça c'est une anecdote qu'il m'avait racontée. Un jour, il y a un SS, je sais pas, il lui a donné l'autorisation de prendre de la nourriture des chiens pour que lui, il puisse se rassasier parce qu'il crevait de faim. Il sait tout juste s'il arrivait à porter les seaux pour les donner à bouffer aux chiens. Ouais. Et de toute façon, concernant la Seconde Guerre mondiale, il y a l'histoire. Il y a l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui manque, c'est les anecdotes des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'autant plus historique que le reste. Ouais. Alors, j'ai expliqué aussi à ce jeune à côté de chez moi, il parlait, tu sais, des justes, ceux qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Et soi-disant, en Israël, il y a un monument, il y a ceci, il y a cela, il y a le gouvernement israélien les a reconnus, tout ça. Et j'ai dit, mais moi, à Saint-Denis, où on habitait, je regrette, mais à l'hôtel en face de chez moi, il y avait un couple qui logeait dans une chambre. Dans une autre chambre, il y avait un garçon qui avait mon âge, avec une qui avait l'âge de ma sœur, Tadéa, elle s'appelait. C'était des Polonais juifs. Ils habitaient à deux endroits différents, tu sais, pas dans le même hôtel, pour la sauvegarde. Et quand il y avait des Allemands qui faisaient des rafles à Saint-Denis, moi je regrette, mais
Tadea, elle dormait avec ma sœur, et moi, mon copain, là, qui avait 10 ans, il dormait avec moi. Les gens, ils les récupéraient. Moi, il y avait une anecdote aussi. Un jour, il y a des gens qui viennent, ils parlaient allemand. On a eu un peu la trouille, quoi, parce qu'ils demandaient où ils habitaient. Et total, c'était une famille de Suisses allemands qui étaient venus les chercher. Mais ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont été arrêtés en cours de route ou quoi, mais on n'a jamais su s'ils étaient partis en Suisse ou pas. On n'a jamais eu de nouvelles d'eux. Alors j'espère qu'ils nous ont oubliés, mais peut-être qu'ils auraient pu nous envoyer une carte postale en nous disant merci. Le 5 juin 1944, les parachutistes français ont sauté à minuit moins le quart au-dessus de Montbled, quand les Américains sautaient à une demi-heure après en Normandie. Ils avaient rejoint le maquis, et le 12 août, il y a eu une sacrée bagarre avec les Allemands qui avaient pris une trempe, si tu veux. Mais ils sont revenus en force, ils ont brûlé mon village, et puis il y a eu 19 pendus chez moi. Moi, j'avais 10 ans. Hein, ça marque tout ça. Oui, voilà, c'est une question assez particulière. Si jamais un jour, j'espère pas, il y a une guerre comme la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes à ce moment-là? Tu sais, le temps est un éternel recommencement, hélas. C'est-à-dire entrer dans la clandestinité. C'est-à-dire tu joues du haut, mais tu fais les choses en dessous, si tu veux les faire. Mais de toute manière, chacun peut jouer un rôle. Rien que simplement des rôles d'observation, puis les transmettre. C'est un peu ce que faisait mon père. C'est-à-dire que lui, mon père, avait été au premier régiment colonial du Maroc, où il n'y avait aucun Marocain d'ailleurs, c'était des métropolitains. C'est actuellement le régiment le plus décoré, qui était le fer de lance de la division Mangin. C'est-à-dire, il a fait la Somme, il a fait l'Aisne, il a fait donc le chemin des Dames, il a fait Verdun, il a fait l'Argonne. Et à Verdun, ils ont repris le fort de Douaumont le 16 octobre 1916. Et ils ont repris le fort de la Malmaison le 24 octobre 1917. Mon père est parti au front, il était deuxième pompe, et il a gagné ses galons de sergent-chef sur le front. Et ça lui a pas suffi parce que pendant la guerre, il est devenu commandant FFI. Pourquoi? Parce que il le facilitait, il travaillait dans un service public, il avait un Ausweis pour se déplacer. Donc il m'a raconté des choses, mais sur le tard. Moi, j'avais 24 ans quand mon père est mort à 65 ans. En réalité, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir connu. Je l'ai connu, mon père, comme tout le monde, mais pas comme un homme, si tu veux. On n'a pas pu discuter. C'est mon grand regret. Mais tout ça. Ouais. Moi, pareil, hein, mon père est mort, j'avais 15 ans. Je regrette de ne pas l'avoir connu en tant qu'homme. Alors, ce qui fait que, en plus de l'expérience personnelle, tu avais l'expérience des autres. Moi, j'avais un oncle aussi, il faisait partie du 505e régiment de chars de la division de Gaulle. Il s'est fait avoir à Montcornet. Le char était équipé, il n'avait pas tiré un obus, mais il comptait continuer l'offensive avec un dépôt de carburant qu'ils n'ont jamais trouvé. Autrement dit, ils ont presque été trahis, quoi. Ouais. J'ai donc deux oncles du côté de mon père. Il y en a un qui a été tué à l'Énaré le 7 septembre 1914 lors de l'offensive de la Marne. Il y a un autre qui a été blessé, gravement blessé et gazé, à la côte 304 à Verdun. Donc tous ces gens-là m'ont raconté leur histoire. Ma sœur, elle m'a raconté sa résistance. Mon frère l'a raconté aussi. Mon beau-frère, en plus d'Indochine et tout, il était dans les GCMA. C'est-à-dire les groupes de commandos
qui était avec les maquis laotiens sur les hauts plateaux. Bon, d'accord, c'est peut-être pas marrant de parler de tout ça, parce qu'on parle aussi de guerre noble. Les guerres nobles, c'est 14-18, 39-45. Mais l'Algérie et l'Indochine, c'est pas des guerres nobles, tu vois. Il y a des types qui se sont fait tuer, mais c'était une guerre coloniale, c'était une sale guerre, tu vois. Je regrette, on n'a pas demandé aux gens d'y aller, histoire de passer des vacances. Hein. Ils étaient obligés d'y aller. Hein. Bah oui, on y allait sur ordre. Hein. Sinon, c'était déserteur, et là, ça finissait mal. Alors moi, en plus de ça, je me suis trouvé avec mes bonhommes. On a été embringués dans des opérations. Qu'est-ce que tu veux quand tu avances, t'es chasseur et lapin, d'accord? On te tire dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le marchand de fleurs acheter des fleurs, un bouquet, et les offrir au gars qui te tire dessus. Et d'ailleurs que le gars qui te tire dessus, il a autant la trouille que toi. Parce que lui, il a peut-être un flingue dans les mains, mais toi, t'en as un aussi. C'est atroce la guerre, c'est dégueulasse. Et c'est ça que j'ai peur pour l'avenir. C'est-à-dire que moi j'ai un cousin qui était dans la résistance, tu vois, il faisait du renseignement, il était dans la clandestinité, il a été arrêté par la Gestapo et fusillé à Poitiers, et tu sais, il a été dénoncé. Guy, je te remercie d'avoir répondu à ces questions autour de la guerre, et puis je te dis peut-être une autre fois sur Atom, pour nous parler d'anecdotes de l'histoire, des anecdotes des citoyens, quoi. Pas forcément des élites, mais des citoyens. C'est autant intéressant que l'histoire dans un livre, quoi. Merci. Parce que c'est la vraie histoire, hein, là. Il n'y a pas mieux que les témoignages. Hein. Voilà.